Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes en septembre 2023. Nikon vient de sortir son Nikon ZF, magnifique boîtier rétro avec le nouveau processeur, le nouvel autofocus, les nouveaux modes vidéo, une nouvelle stabilisation. Et c'est ce qui va arriver là, et c'est évident tout de suite derrière. Et quel bonheur de découvrir quasiment 2 jours plus tard ce qui devait arriver, bien sûr, on s'en doutait, mais quand même, c'est un plaisir de découvrir le Z6 III, hein, qui récupère toutes les fonctions du Nikon ZF. Il était attendu, hein, ce Z6 III, on est très content de l'avoir. Pardon, attendez, excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que quoi? Je me suis endormi pendant plus d'un an et demi. C'est pas du tout le Z6 III, c'est le Z5 II. Ah, mais il y a eu un Z6 III alors? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, non, en fait, d'accord. Il n'est pas du tout sorti juste après le Nikon ZF. D'accord, le Z6 III, en fait, il a été attendu presque un an après le Nikon ZF. Ah bon? Ben, c'est pas ce boîtier alors? Non? Ah, ok. D'accord. Ah, d'accord. Le Z6 III, en fait, il avait un capteur semi-empilé. Il coûtait beaucoup plus cher donc que le Z6 II. D'accord, d'accord. Et là, à mon réveil, ils sortent un Z5 II. Eh ben, bienvenue à ce Z5 II, donc. Alors, bah, trêve de plaisanterie. Oui, c'est sûr, c'est le boîtier qui aurait pu sortir 3 jours après le Nikon ZF, hein, très clairement. Et c'est ce qu'on se disait tous pour le Z6 III, que ça serait lui le Z6 III finalement, avec toutes les spécificités du Nikon ZF. Nikon l'a joué complètement autrement, hein, donc on sait ce qui s'est passé, hein. Du coup, ce qui est devenu le Z6 III, il a été attendu très longtemps. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sortent un Z5 II, qu'ils auraient pu sortir, pour le coup, tout de suite, en même temps même que le Nikon ZF, puisqu'il a absolument les mêmes caractéristiques. Donc c'est un espèce de mystère marketing, hein, comme souvent chez les constructeurs, et en particulier chez Nikon quand même. Bon, alors, une fois qu'on a fini avec cette petite plaisanterie, ce Z5 II, bah, finalement, même un an et demi après, il est toujours bien au goût du jour parce que vu son placement tarifaire, il a tout pour être un futur best-seller, hein, comme on va le voir tout de suite. Alors, déjà le boîtier en lui-même. Donc, Nikon fait le choix, justement, c'est pour ça qu'il ressemble au Z6 ce qu'aurait pu être le Z6 III, hein. Bref, Nikon décide de faire un boîtier entre l'entrée et le milieu de gamme, euh, assez costaud, c'est-à-dire qui peut supporter largement les plus gros téléobjectifs, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, la conséquence, c'est que c'est un boîtier quand même de 700 grammes, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on pourrait qualifier de léger, hein. Mais enfin bon, on a une très bonne prise en main. On a à la disposition, grosso modo, des boutons, des molettes qui ressemblent beaucoup à celles du Z6 III, donc c'est très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis surtout, contrairement à une certaine concurrence dont on parlera plutôt en fin de vidéo, il fait pas d'impair, pas d'impasse sur des choses qui sont quand même importantes dans la manipulation du boîtier. Il a bien le joystick, il a bien une stabilisation, il a bien la tropicalisation, il a un très bon viseur de 3,6 millions de points, surtout très lumineux, il a un écran sur rotule qui est très bon. Voilà, là-dessus, il n'y a pas d'impasse. Et je finis aussi, il a la batterie la même, hein, que le Z6 III, c'est-à-dire la grosse batterie. Donc vraiment, c'est un appareil sérieux. Et j'oubliais encore, bien sûr, le double port de carte mémoire, hein. Alors c'est 2 cartes SD, certes, mais il a bien le double port. C'est-à-dire, il n'y a pas d'impair, il n'y a pas de manque, hein, dans cette construction, cette ergonomie. Et bien sûr, il a bien le switch photo-vidéo aussi, mais ça, les Nikon, ça fait un petit moment qu'ils l'ont. Voilà. Donc, pour le boîtier en lui-même, je pense qu'on a fait le tour. Donc, bon boîtier, hein, c'est sûr.
Ensuite, le capteur, alors c'est le capteur, archi connu de 24 mégapixels, hein, qui vient à la base de Sony, hein, on le sait, qui était déjà présent dans le premier Z6, hein, repris dans le Z6 II, repris dans le ZF et donc maintenant repris dans le Z5 II. Dans le Z6 III, vous savez qu'il est un petit peu différent parce qu'ils ont voulu mettre une technologie semi-empilée qui est, on va le dire quand même, entre nous, un peu discutable au niveau de son efficacité en tout cas, surtout quand on voit le delta de prix avec ce Z5 II. Bref. Alors, du coup, le capteur en lui-même, bah, c'est un très bon capteur, hein. C'est-à-dire qu'en termes de montée du bruit, en termes de dynamique, bah, c'est ce qu'on fait de mieux en plein format, hein, quasiment, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Et notamment, par exemple, il sera un petit peu meilleur justement dans ces domaines-là que les capteurs de plus haute résolution et qui plus est empilés, hein, comme par exemple celui du R5 II là qui me filme, ou celui du Z6 III qui, malheureusement pour lui, cumule les défauts des capteurs empilés alors qu'il est que semi-empilé, mais n'apporte pas grand-chose, il est assez loin de ce qu'apporte en positif, là cette fois-ci, les capteurs empilés. Donc à tout prendre, honnêtement je préfère ce Z5 II, quoi. Surtout, encore une fois, pour le prix. Donc, bon, très bon capteur. Alors, son défaut, on va pas dire que c'est un défaut, c'est inhérent à sa construction. Je veux dire, c'est pareil chez la concurrence, à part Canon quand même, avec le R6 II et le R8, on en parlera donc en fin de vidéo. Ce capteur fait quand même pas mal de rolling shutter, ce qui fait que, bah, en obturation électronique sur des sujets en mouvement rapide et surtout à mouvement latéral, on s'expose à des fortes déformations, on s'expose aussi, suivant les éclairages, à du fort banding. Donc, obturateur électronique comme la concurrence, hein, à utiliser avec précaution, et je dirais c'est pas pire qu'un Sony, c'est même mieux qu'un Sony, hein, notamment un A7 IV, hein, voilà. Donc, rien de plus à dire là-dessus, hein, c'est normal pour le prix, et on l'utilisera en photo en tout cas, de préférence en obturateur mécanique. Alors, surtout qu'il a une rafale en obturateur mécanique plus que respectable, hein, de 14 images par seconde en RAW, donc ça c'est vraiment dans le très haut du panier. Songez que même les meilleurs Canon, moi mon Canon R5 II, il est à 12 photos par seconde en obturateur mécanique, ce qui est déjà bien, hein, clairement. Là, on est à 14, donc voilà, on peut se passer quand même en grande partie de l'obturateur électronique et de sa rafale. Parce que la rafale ne va pas plus vite en obturateur électronique, en RAW, mais c'est la spécialité de Nikon de faire une rafale aussi en JPEG, qui peut monter à 30 images par seconde, mais pour moi c'est anecdotique. Ce qui est aussi anecdotique, parce que c'est aussi en JPEG, et ça c'est plus dommageable je trouve, c'est qu'il a bien aussi le prédéclenchement, mais comme sur tous les boîtiers Nikon, sans exception jusqu'au Z9, c'est du prédéclenchement en JPEG. C'est un peu le point noir, là, je trouve, de ces boîtiers Nikon, là, très clairement, à l'heure actuelle. Bon. Mais voilà, à part ça, ça reste quand même un boîtier tout à fait utilisable, évidemment, et si on veut faire de la photo un peu de sport et qu'on n'a pas besoin, voilà, des avantages du prédéclenchement, c'est plutôt ça, et ben on reste en rafale mécanique et tout va bien, hein, évidemment. Donc pour ça, je pense qu'on est quand même bien, hein. Après, on va avoir la stabilisation qui est, on va dire, plutôt, je sais pas si on peut dire bonne, après, je sais pas comment on peut mesurer. Elle est bonne dans le sens où elle fait visiblement très peu de wobbling. Et c'est bien parce que le wobbling, vraiment, ça vous ruine des plans en vidéo au grand angle, hein. Par contre, en tant que stabilisation en elle-même, elle fait pas partie des meilleures, hein, c'est pas un Panasonic, ça c'est sûr. Donc voilà pour ça, et puis il reste bien sûr l'autofocus. Bah, l'autofocus, maintenant, il n'y a plus grand-chose à dire sur l'autofocus Nikon, hein. Globalement, il se défend très bien. Il est pas tout à fait au niveau des derniers Canon et de certains Sony, on va dire.
Mais bon, à force de mise à jour aussi, en plus, sur les boîtiers précédents, il s'est amélioré et là, il a tout avec les dernières mises à jour. Donc il se défend bien, il n'y a pas de souci. Alors surtout, c'est la spécificité de Nikon qu'ils avaient déjà, moi je me souviens du temps des réflexes numériques, vraiment, c'était leur capacité en basse lumière, la capacité de l'autofocus en basse lumière, qui était bien meilleure que la concurrence qui s'appelait Canon d'ailleurs à l'époque. Et là, ils ont continué dans ce chemin. Quand on voit la fiche technique qui descend à moins 10 EV, hein, puis j'ai vu des tests, hein, notamment celui de Gerald London en vidéo, où il sous-expose à fond, quoi. On le distingue à peine dans le noir, et l'autofocus fait bien la mise au point sur l'œil. Voilà, donc ça, c'est appréciable parce que des fois, honnêtement, suivant les utilisations, il vaut mieux un autofocus ultra sensible en basse lumière et ultra réactif que peut-être un autofocus qui vous fait 95% de photos nettes à 30 ou 40 images par seconde. Bon, si on peut avoir les deux, c'est encore mieux, hein, évidemment. Mais à choisir, moi je pencherais plus pour l'autofocus performant en basse lumière. Ça tombe bien, c'est bien ce qu'a ce Nikon. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour en photo. Maintenant, la vidéo. La vidéo, on va faire relativement vite parce que il hérite de la vidéo, justement, hein, qui avait été mise à l'époque dans le Canon, le Nikon ZF, avec la limitation qu'on connaît pas mal dans toute cette gamme de prix, hein, c'est d'avoir la 4K 50-60 croppée en 1,5, hein, donc avec un crop APS-C, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, ça peut très bien passer d'un point de vue des objectifs, il faut avoir les bons objectifs, c'est tout. Et par contre, si vous passez dans un même tournage sans avoir envie de changer l'objectif de la 4K 25 à la 4K 50, là évidemment c'est un problème, c'est sûr. Voilà. Après, qu'est-ce qui récupère surtout d'étonnant, c'est le RAW, hein, le NRAW, donc le Nikon RAW, jusqu'à la 4K 25, voilà, ou que en 4K 25, je sais plus trop, mais en tout cas pas en 4K 50. Bon, c'est pas très grave. À ce niveau de prix, et surtout sur des cartes SD, c'est une grande première quand même d'avoir du RAW en interne. Alors le RAW en vidéo, ça s'utilise pas non plus quand même tous les jours, mais si on a envie d'essayer ou qu'on en a vraiment l'usage, c'est forcément un plus du coup de ce boîtier par rapport à la concurrence directe, hein, ça c'est certain. Voilà pour la vidéo, on va dire, en mode rapide. Après, bon, il a le log de Nikon, qui n'est pas le meilleur log du marché, hein, c'est un peu comme le C-Log 3 de Canon. Qu'est-ce qu'on a encore en vidéo? On a les waveforms, donc ça depuis un petit moment maintenant sur les boîtiers Nikon, et ça c'est super, parce que moi je vois par exemple sur mon Canon R5 II, j'ai les waveforms, mais c'est tout petit, c'est en haut à droite de l'écran, bon, voilà. Bon. Après, en vidéo, j'ai vu qu'il avait aussi le mode présentation de produit. Alors, ça, c'est à la mode, hein. Est-ce qu'il le fait bien? J'en sais rien. Moi, j'avais fait une vidéo à l'époque avec le Fuji X16-20, où j'avais montré, hein, vous la trouvez sur ma chaîne si vous voulez, où j'avais montré que c'était vraiment de l'esbrouf total, ce mode présentation de produit. Ça ne faisait que désactiver la reconnaissance des visages et des yeux, et ça repassait l'autofocus vidéo en priorité au premier plan. Comme quand vous filmez, c'est vous qui êtes au premier plan. Bon, alors par contre, c'est plus sujet au pompage et puis c'est un peu moins précis, c'est pas directement sur l'œil, mais à part ça, ça marche. Le truc, c'est que évidemment, du coup, quand vous faites par exemple ça, pour montrer un objet, là, oui, c'est lui le plus près et donc l'autofocus va le mettre au point. Mais du coup, vous n'avez pas la détection des sujets. Donc c'est de la triche, parce que là, sur mon Canon R5 II, si je désactive la reconnaissance aussi, et puis que je le mets en mode reconnaissance du sujet le plus proche, alors si je fais ça, ça sera net, quoi, et c'est moi qui deviendrai flou. Sauf que là, évidemment, comme elle y est, la reconnaissance, si ça, je veux que ce soit net, voilà, faut que je me cache derrière, quoi. Bon.
Alors, faudra voir si c'est mieux. Moi, dans mon idée, la reconnaissance de produit, ça serait qu'on est bien en reconnaissance des visages et des yeux pendant le tournage, et que si quelque chose d'autre passe au premier plan, alors le boîtier est capable de lui-même de switcher entre la reconnaissance la mise au point au premier plan, quoi. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'il a. J'ai vu d'ailleurs que le R50V de Canon là, qui vient de sortir, dont j'ai fait une vidéo là, il y a 2 jours aussi, l'avait aussi. Je ne sais pas si ça marche bien comme ça aussi, je ne sais pas. Bon, bref. Donc voilà pour ce mode. La stabilisation en vidéo a l'air pas mal, voilà, globalement, pas au niveau de Panasonic non plus, bon. Donc, hein, on a quand même des bonnes capacités vidéo. Alors c'est sûr que pour le prix, on n'a pas la 4K 50 sans crop, mais bon, c'est quand même très bien. Alors maintenant, parlons rapidement de la gamme optique chez Nikon. Alors, chez Nikon, on a quand même une sacrée gamme optique, c'est sûr. Les objectifs Nikon, il y en a beaucoup. Beaucoup sont chers, voire très chers. Ils ont quand même quelques petites références sympas, notamment celui qui vend en kit, le 24-70 f4, qui est très bien. Alors moi, il se trouve, je l'ai eu quand j'ai eu un Z6, le premier Z6, que j'ai pas gardé longtemps parce que j'étais vraiment pas satisfait de l'autofocus à l'époque, mais voilà, je l'avais acheté aussi en kit avec ce 24-70 f4 qui est très bien. Alors bon, c'est un f4, hein, mais bon, sur un très bon capteur plein format 24 mégapixels, c'est très jouable d'avoir du f4, hein, cela dit. Voilà, donc ce genre d'objectif. Après, ils ont un 26-2.8 qui je crois est très bon. Ils ont un 40 f2 qui est compact et tout. Et puis, alors ils ont surtout depuis l'an dernier un truc que personne n'a compris, dans le bon sens, pour le coup, pour le consommateur, l'acheteur, c'est 2 focales fixes ouvertes à 1.4, le 35 1.4 et le 50 1.4, qui coûtent moins cher que leurs homologues 1.8, et qui sont qui sont bons, voire même très bons. Alors ils sont un tout petit peu moins top que les 1.8 au niveau, je crois, construction, certains verres spéciaux, mais enfin dans tous les tests, c'est des très bons objectifs, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est unique, hein, moi, que j'aimerais avoir ça chez Canon, acheter un 35 1.4 ou un 50 1.4 à ce prix-là, hein, alors que les 50 1.4 et 35 1.4 que Canon a sortis, ils coûtent entre 1600 et 1800 euros, quoi. Donc non, ça pour le coup, c'est super. Après, on a une très belle gamme dans les longues focales chez Nikon, et puis on a aussi les Tamron, soit rebadgés, soit directement des Tamron en monture Z, hein, et notamment le très bon 28-75, soit en version 1 où il était un peu moins bon. C'est celui qui est rebadgé Nikon, soit la version 2 qui est bien meilleure, qui n'est pas rebadgé Nikon, mais qui se fait en monture Z de toute façon, et qui est tout indiqué, je pense, notamment sur ce S5 II. Voilà, donc bonne gamme optique. Il y a quand même un petit truc, c'est que elle n'est pas non plus ouverte plus que ça, et notamment pas à Sigma. Passons à la concurrence. Concurrence frontale, immédiate, le Panasonic S5 II, bien sûr. Le Panasonic S5 II, il a beaucoup de points communs avec ce Nikon Z5 II, à commencer par un boîtier à la construction qui ressemble, hein, finalement. C'est aussi un boîtier qui fait pas beaucoup de concessions, hein. Il a, lui aussi, il est tropicalisé, il a bien un joystick, il a un bon viseur aussi, de 3,6 millions de points, un bon écran, tout ce qu'on veut. Alors, plus de boutons, plus de molettes, il a 3 molettes, hein, les Nikon en ont que 2, donc plus de possibilités surtout de personnalisation globalement du boîtier que le Nikon, ça c'est sûr aussi. Par contre, un gros point noir, il n'a pas de switch photo-vidéo, hein, il n'y a que le nouveau S1R2 qui en a un. Et là, c'est pas possible. Là, il y a tout qui se mélange entre la photo et la vidéo. Impossible de passer rapidement d'une pratique à l'autre. Et alors là, le Nikon sera beaucoup plus indiqué dans ce genre de situation, bien sûr. Après, le capteur, grosso modo, c'est le même, hein. Donc 24 mégapixels, pas empilé, très bonne dynamique, très bonne montée ISO.
pas mal de rolling shutter comme le Nikon, bon, voilà. Là où il y a une différence, c'est en rafale, clairement, parce que le Panasonic, lui, il fait de la rafale jusqu'à 30 images par seconde en RAW, donc ça, là, c'est quand même pas pareil, hein. En mécanique, il fait beaucoup moins par contre, que le Nikon, hein, donc à voir, puisque là aussi, finalement, la rafale à 30 images par seconde, fut-elle en RAW, en obturateur électronique, vu le rolling shutter qu'il y a, on va pas forcément l'utiliser souvent non plus. Là où c'est quand même bien, c'est qu'il a aussi le prédéclenchement en plus réglable, hein, en RAW aussi. Donc là, c'est quand même mieux que le Nikon, hein, très clairement. Après, en vidéo, on va pas apprendre à un Panasonic à faire bien de la vidéo, hein, je pense quand même. Ça se ressemble pas mal. Bon, il n'a pas le RAW en vidéo, c'est tout. Après, c'est tout. C'est une différence quand même, hein, bien sûr. Oui, j'ai oublié de dire, il a aussi le double port de carte SD, hein, bien sûr. Euh, le RAW en vidéo, est-ce que c'est un critère ou pas? Voilà, je vous laisse juger, hein. En tout cas, sur des trucs un peu qui pourraient faire une différence, par exemple la 4K 50-60 croppé, c'est pareil, hein, sur le S5 II. Donc deux boîtiers qui se ressemblent pas mal, à part vraiment l'histoire du switch vidéo en défaveur du Panasonic et le JPEG un peu à tous les étages sur le Nikon qui est du RAW sur le Panasonic. Sinon, à part ces deux trucs, bon, s'ils se ressemblent assez, bon, alors la stabilisation du Panasonic est sans doute un peu meilleure aussi, hein, c'est habituel. Voilà. Alors, ensuite, dans la concurrence plus lointaine, on va avoir par exemple le Canon R8. Pourquoi plus lointaine? Pas forcément beaucoup plus lointaine en prix, et je pense que Canon, ils vont être obligés de replacer peut-être un tout petit peu le R8, hein, en tarif, parce que le R8, on va voir, c'est un appareil assez étrange, hein, le R8. C'est-à-dire que lui, il va aller faire toutes les concessions sur la construction. Pas de joystick, un seul port de carte mémoire, pas de tropicalisation, je crois là, à vérifier, mais il me semble, hein, qu'il n'a pas de tropicalisation. La petite batterie de Canon. Alors par contre, il est plus léger, plus compact, hein, aussi, quand même. Voilà, le viseur de 2,3 millions de points. Voilà, on a plein de petits trucs comme ça en moins dans l'ergonomie, moins aussi de boutons, de molettes, de possibilités de personnalisation. Bon, donc on est un vrai cran en dessous au niveau qualité du boîtier, quoi. Après, par contre, là où il va se rattraper, c'est au niveau du capteur et de son obturateur, hein, parce que le capteur, bon, il fait aussi 24 mégapixels. Alors par contre, lui, la différence fondamentale, c'est qu'il fait nettement moins de rolling shutter, puisque c'est le même capteur que celui du R6 II, et c'est un capteur qui lit 2 fois plus vite, hein, que le Nikon ou que le Panasonic, et qui monte à 40 images par seconde en RAW, hein, et qui a le prédéclenchement en RAW également, et là, les deux sont plus exploitables que sur le Nikon et le Panasonic, grâce à la lecture plus rapide du capteur. Et alors, le rolling shutter et le banding ne sont pas absents, mais ils sont beaucoup plus réduits que sur les deux autres. Donc, il sera plus taillé vraiment pour le sport, l'animalier rapide, que les deux autres. Après, là où il va souffrir un peu, c'est en vidéo du côté des codecs, parce que les codecs chez Canon, même sur le R6 II d'ailleurs, hein, et donc sur le R8, c'est très pauvre. En revanche, la grosse différence, c'est qu'il filme en 4K 50 sans crop. Donc ça peut être décisif même, je pense, hein, pour des acheteurs. Donc voilà, il faut bien tout peser, bien sûr. Après, le problème de la gamme optique chez Canon, c'est que Canon, c'est vraiment fermé, verrouillé, hein, à part en APS-C, où ils ont ouvert à Sigma. Mais pour les optiques plein format, bon, alors heureusement, ils ont sorti des optiques un peu plus abordables, des zooms notamment à 2.8 constant. Alors ils sont un peu plus abordables, mais ils ne sont pas donnés quand même, hein. Alors moi, j'ai fait l'acquisition du 28-70 de 8 que j'aime beaucoup, hein, mais c'est quand même, moi je l'avais acheté un peu en promo, mais je crois neuf, il est à 1300, entre 1200 et 1300 euros, hein, et c'est pareil c'est un 16-28, ouais, c'est pareil pour le 16-28 de 8, hein, c'est pas donné quand même.
Mais ouais, c'est toujours mieux que les optiques de la série L. Après, ils ont une bonne série de petites focales fixes 1.8, hein, dont le 35 mm là qui me filme, qui est très bien. Hein. Voilà, voilà. Mais c'est sûr qu'on a quand même moins d'objectifs que dans la gamme Nikon. J'ai oublié de dire que chez Panasonic, évidemment, pardon, la grosse différence dans la gamme optique Panasonic, c'est qu'on a tous les objectifs Sigma du plein format. Et ça peut être un avantage, par contre, du Panasonic. Chez Canon, on n'a ni Panasonic ni Tamron. Hein. Tamron rebadgé, rien du tout. C'est Canon ou rien. Donc, voilà, hein, on a un peu tous les paramètres en main. Bon, une fois qu'on a brassé tout ça dans tous les sens, à part d'avoir des besoins très particuliers, par exemple une rafale vraiment utilisable en obturation électronique et de la 4K 50 sans crop, on prendra sans mal le Canon R8. Pour tout le reste, hein, boîtier qu'on peut sortir par tous les temps, qui va être plus agréable à utiliser globalement et tout, on prendra soit le Nikon, soit le Panasonic, suivant ses besoins. Et puis avantage aux derniers sortis, hein, forcément, même si, ça sera la conclusion de cette vidéo, il aurait pu sortir il y a 1 an et demi, on n'y aurait vu que du feu. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, merci encore d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Les nouveautés s'enchaînent, rien à voir avec il y a 1 an en arrière, là, où la première sortie, c'était quoi, en mai, je crois 2024, il n'y avait rien eu du tout avant. Là, on est gâtés, hein, en ce début 2025, en tout cas, c'est super. Merci, au revoir, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude.